Très bien. Bonjour à toutes et tous. C'est un énorme plaisir pour moi de vous inviter à cet événement, cette table ronde aujourd'hui. Je dois commencer par donner un certain nombre de détails techniques. À commencer par, il faut parler dans un micro, puisque cette table ronde est retransmise dans un autre amphithéâtre. Donc pour que l'autre amphithéâtre nous entende, il faut passer par le micro. Ça vaut aussi pour les étudiants et étudiantes présentes. Lorsque vous poserez une question, il faudra que vous la posiez au micro et vous serez donc filmé. Donc si ça vous pose problème, vous demandez à votre camarade de poser la question. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Il faut absolument être très très calme, puisque du fait de cette retransmission, le brouhaha sera insupportable dans l'autre amphithéâtre. Je rappelle aussi aux étudiants et aux étudiantes que votre présence aujourd'hui est obligatoire pour valider l'UE Transition écologique et sociale 1. On validera votre présence à la fin de la table ronde avec un QR code qui sera affiché et que vous devrez scanner avec votre téléphone portable. Ok, je crois que niveau technique, je suis bien. Donc, je vais pouvoir commencer les remerciements. Donc, je remercie énormément les participants et participantes à la table ronde d'être venus, d'avoir fait le chemin pour venir à Rennes aujourd'hui. Je voudrais rappeler que cette table ronde, elle est organisée dans le cadre du groupe de travail de l'Université de Rennes qui impulse, coordonne les enseignements sur la transition écologique et sociale donc à l'université. Qu'elle se fait dans le cadre d'un cycle de conférences financé par IRISE qui s'appelle « Les voies de la redirection ». Et donc, dans ce cadre, ces événements sont toujours intégrés dans des enseignements proposés aux étudiants et étudiantes de licence. Et donc, aujourd'hui, ce sont les étudiants et étudiantes de première année de licence biologie, écologie et chimie du vivant qui sont invités à assister à cette table ronde. Et donc, pour tout cela, je vous fais un très grand merci à Isabelle Pellerin pour l'organisation, la coordination et pour avoir convaincu les intervenants et les intervenantes d'être venus aujourd'hui. On peut l'applaudir peut-être, voilà. Et pour terminer, je voudrais remercier Xavier de Bontride d'avoir accepté d'animer cette table ronde et je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup, merci Sarah. Bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement très heureux d'être avec vous pour animer cette table ronde sur des sujets essentiels liés aux transitions écologiques et sociales. On va parler ensemble de tous ces sujets qui vous concernent, vous les jeunes générations, avec des experts que vous connaissez. Et l'intitulé de cette rencontre, c'est vraiment de faire le lien entre la parole scientifique, les études très documentées du GIEC déjà depuis plus de 20 ans, et puis la manière très concrète dont, à l'échelle de nos territoires, on peut s'emparer de ces recommandations pour tenter d'améliorer la situation. Alors on a la grande chance et le grand honneur d'accueillir avec nous cet après-midi Jean Jouzel. Merci beaucoup Jean d'être avec vous. C'est votre journée à Rennes aujourd'hui. Hein. Voilà. Et je sais Jean que chaque fois que l'occasion vous est donnée de revenir à Rennes, votre cœur bat un peu plus vite parce que c'est un territoire qui est cher à votre histoire. Vous êtes né pas très loin d'ici, à Janzé, et je connais l'attachement qui est le vôtre à votre territoire. Alors, je ne vais pas refaire tout le parcours qui est le vôtre, simplement peut-être rappeler que vous êtes, mais je sais presque vous faire affront que de le rappeler dans cette salle, vous êtes paléoclimatologue, vous êtes spécialiste des travaux sur les glaces polaires et le climat. Vous avez été parmi les premiers, avec votre collègue Claude Lorius, à faire ce lien essentiel entre la concentration du CO2 dans l'atmosphère et puis le réchauffement climatique. C'était en 87, je crois. Et après, vous avez eu beaucoup de reconnaissance de vos pairs scientifiques. Vous avez obtenu la médaille d'or du CNRS. Vous êtes également le lauréat ce qu'on appelle le Nobel des sciences de la Terre et de l'univers, le prix Vetlesen, je crois. Et puis, vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences. Vous avez participé aux travaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, à partir de 1994. Et vous en avez assuré jusqu'en 2015, entre 2002 et 2015, la vice-présidence du groupe de travail sur les bases physiques
physiques du changement climatique. Chaque mot compte, hein, les bases physiques du changement climatique. Autant dire qu'on a l'immense chance d'accueillir un expert internationalement reconnu à nos côtés pour nous éclairer sur ces questions. On vous entend, hélas, depuis trop longtemps, peut-être non pas, ma formule est mauvaise, ça fait tellement longtemps que vous nous sensibilisez et nous en sommes là aujourd'hui. On ne vous a pas suffisamment écouté, Jean Jouzel, c'est ça que je voulais exprimer. Et donc, on va dans quelques instants pouvoir revenir sur cet itinéraire et surtout ce que vous pensez de l'époque dans laquelle nous sommes et les solutions qu'on peut aborder pour en parler. À vos côtés, Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, merci aussi d'être avec nous pour faire ce lien justement avec les territoires. Comment, à l'échelle d'une métropole comme celle de Rennes, on peut prendre en compte les enseignements scientifiques qui sont publiés depuis déjà plusieurs années, je le disais, et comment on peut les traduire en actions concrètes pour bifurquer, atténuer et surtout faire prendre conscience à nos concitoyens de l'importance de cette prise en compte de l'urgence climatique. À l'autre bout, c'est Pierre Larouturou qui est avec nous. Vous êtes homme politique et économiste. Vous avez été député européen de 2019 à 2024 et également rapporteur du budget du Parlement européen. Vous avez été cofondateur et désormais porte-parole du mouvement politique Nouvelle Donne. Et parmi les sujets qui vous tiennent à cœur, il y a effectivement la question du financement de cette transition. Et vous avez des chiffres à nous partager, on le verra dans quelques instants. L'argent est là, il faut peut-être mieux le flécher et faire les connexions qui s'imposent. Et en tout cas, l'échelle européenne est sans doute l'échelle pertinente pour nous, Européens, pour agir sur ces questions. Et puis, Hélène, je termine avec toi, mais il n'y a aucun ordre dans tout ça. Je te tutoie parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Hélène, tu es documentariste, tu as publié, tu as édité, réalisé avec Arthur Gosset, ton conjoint, 2 documentaires. L'un, Rupture, qui date déjà de 3 ans. Ouais. Et puis, l'un qui est tout chaud, les avant-premières sont en cours. Vous étiez, je crois, hier soir encore à Paris avec Arthur pour présenter Les Éclaireurs. À chaque fois, c'est un petit peu la même question. Comment cette jeune génération qui nous fait face s'engage par rapport à ces problématiques entre espoir, inquiétude, désespérance, combativité. C'est de tout ça dont on parlera ensemble. Je précise aussi que tu donnes des cours désormais aussi de sensibilisation dans ce cadre de ce fameux programme Transition écologique et sociale pour sensibiliser les étudiants. Voilà. Bienvenue à tous les 4. Peut-être commencer tout de suite évidemment avec vous, Jean Jouzel. Le micro est là, j'espère. Non, ils sont restés sur les... Oh là là. Alors, il faut attendre 30 secondes. Prenez les 2. Hein, voilà. Ça va devenir vert. La lumière est encore rouge, ça ne va pas durer. Normalement, si tout se passe bien, elle devient verte et vous allez... Voilà, c'est bon, on va vous entendre. Oui, je le disais, Jean, pour vous présenter ce combat qui est le vôtre, cette documentation scientifique de la réalité de ce changement climatique que d'aucuns considèrent encore comme une péripétie ou une anecdote. C'est le combat de votre vie, finalement. Et quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, en 2025 quand on a quand même, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, l'impression qu'on a un peu reculé sur l'acceptation des vérités scientifiques. Merci Xavier, merci à l'université, merci cher président. Je suis très ému d'être ici et je crois que je vais l'être tout l'après-midi. Xavier, pour répondre à votre question, oui, il y a de la déception. Alors peut-être plus que sur le simple réchauffement climatique, ce qui m'interroge vraiment, c'est la remise en cause de la science. Voilà, Sylvie Retailleau, madame, voilà, est là, et ça me choque, parce que c'est vrai dans nos domaines, on est traité d'escrocs, hein, donc c'est quand même très clair. Ça va loin. Mais c'est vrai aussi sur les aspects santé par d'autres, et voilà, donc c'est cela, cette remise en cause, mais soyons clairs, c'est pas Donald Trump qui va arrêter le réchauffement climatique. Donc voilà, donc... C'est même un peu l'inverse, si on regarde sa politique. J'ai consacré toute ma carrière de chercheur à l'étude de l'évolution du climat. Alors, mon domaine d'expertise, ce sont les climats du passé, hein, donc largement à partir des glaces polaires, ça a été mentionné. Je continue d'ailleurs, je termine ma carrière après 5 ans, je commence ma 58e année au CEA, vous voyez, donc voilà, je vais arrêter. Mais je me suis intéressé au climat du passé, mais très rapidement à l'évolution future de ce climat, et c'est aussi de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et par rapport à cela, ce que je souhaite dire, y compris par rapport à cette question, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en termes de réchauffement climatique et ce que notre communauté envisage depuis 50 ans. On y est. Donc, quand on regarde le rapport, donc on est en 79, c'est le rapport Charnay qui nous dit que
eh bien, disons, si on double les quantités de gaz carbonique, à l'époque, c'était envisagé pour le milieu des années du 21e siècle, on est en 79, eh bien, on ira vers des réchauffements de 3 degrés avec des conséquences importantes au niveau régional. Je crois que c'est le texte même du rapport Charnay, et c'est là où nous en sommes. Et quand on regarde, eh bien voilà, j'ai vécu toute cette période, disons, vraiment de prise en compte du réchauffement climatique. Quand on regarde où nous en sommes, eh bien, en termes de rythme de réchauffement, voilà, on est entre 2 et 3 dixièmes de degré par décennie. En termes, par exemple, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer est entre 4 et 5 mm chaque année. Elle était 2 fois moins importante dans les années 90, hein, ça a doublé en une trentaine d'années. Tout cela, c'était prévu, comme était prévu l'intensification des événements extrêmes, voilà, plus intense, plus violent, plus intense. On va parler de sécheresse à répétition, canicule, y compris. Hein, bon, disons, quand j'avais votre âge, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes ici, on n'envisageait pas des 40 degrés à Rennes. Voilà, hein, donc c'est très clair, on n'osait même pas en parler, on en est là maintenant. C'est quand même disons, dans les records de chaleur, évidemment. Voilà, donc le fait que ce que notre communauté collectivement a envisagé au cours des 50 dernières années se réalise, doit nous inciter à, disons, à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage au cours des prochaines décennies, d'ici la fin du siècle et au-delà. Alors, qu'envisage-t-on ? Voilà, donc le premier constat, c'est que ce réchauffement climatique est lié à nos activités de façon certaine, et pratiquement tout le réchauffement climatique. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on comprend, et c'est lié en particulier à l'augmentation de l'effet de serre, qui elle-même est due pour une large partie à notre utilisation des combustibles fossiles, le reste étant lié à l'alimentation, agriculture largement. Eh bien, on voit bien que si on augmente l'effet de serre, on ira vers des réchauffements de plus en plus importants. Voilà. Une terre inhabitable pour l'humain ? Oui. Alors c'est un peu, on parle effectivement, Xavier, de régions inhabitables, on parle des conséquences. Nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène effectivement vers les 3 degrés qu'évoquait le rapport Charnay en 79, c'est très clair, on a toujours les mêmes chiffres. Voilà, donc c'est moins mal que... Alors je ne veux pas être trop pessimiste parce que j'essaye de garder... Ne désespérons pas la jeunesse qui nous écoute. Surtout pas, non, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est pas ça, mais on va le voir. C'est moins mal que les 5 degrés dont je parlais il y a une vingtaine d'années, dont nous parlions collectivement, quand nous abordions ce que nous appelions le scénario business as usual, c'est-à-dire dans les années 2000 ou les années 90, quand on disait on ne fait rien, on parlait d'aller vers plus 4, plus 5 degrés. C'est moins mal, 3 degrés, donc on a fait des Mais choses. c'est encore trop, évidemment. Voilà, c'est encore trop. Et à 3 degrés, pour répondre à votre question, Xavier, oui, il y a des régions inhabitables. Les régions inhabitables, c'est quoi ? Dans notre jargon du GIEC, voilà, vous avez une température, alors la température humide, c'est des conditions de température et d'humidité au-delà de laquelle, disons 35 degrés par exemple à 80% d'humidité, vous ne pouvez plus évacuer votre chaleur. En gros, vous ne pouvez plus aller travailler dehors normalement, faire du sport, avoir des activités physiques. C'est en ce sens que ça devient inhabitable. Si vous restez trop longtemps, votre santé peut en souffrir. Hein, voilà, donc, et quand on regarde une carte du monde à plus 3 degrés, eh bien, la ceinture tropicale et équatoriale, il y aura la moitié de la population de la planète largement, eh bien, pendant une partie de l'année, dans certains cas toute l'année, eh bien, ces conditions seront remplies à plus 3 degrés. Donc ça pose des questions sur l'habitabilité, effectivement, de certaines régions de notre planète dans un climat à plus 3 degrés. Voilà, chez nous, ce serait plus 4 degrés. Et c'est... Bon, voilà, et ce sera aussi très difficile. Il ne faut absolument pas accepter l'idée, même si c'était bien de le mettre dans le plan d'adaptation, que notre pays puisse vivre normalement à plus 4 degrés pour la France. C'est vraiment, ça ne sera pas simple de s'adapter. Donc il faut tout faire, et c'est un peu ce que je vais encore vous engager à faire. Il faut tout faire pour 1/10 de degré, ça compte, et on peut encore revenir... Ça, c'est votre mot d'ordre, hein. Chaque dixième de degré compte. Oui, c'est bien. Donc, c'est aussi ce que reprend souvent Valérie Masson-Delmotte. Mais voilà, c'est cela qu'il faut faire. Donc, oui, on n'échappera pas au réchauffement, mais il faut absolument que le réchauffement soit limité de façon à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter, je le redis, au moins pour l'essentiel.
Encore une petite question avant de poursuivre le tour de table et me tourner vers les conséquences très territorialisées avec vous, Nathalie Appéré. Une question, Jean, sur votre explication quand même de ce découplage entre les faits scientifiques avérés et la perception collective que nous avons que finalement, c'est pas si grave. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a beaucoup de scepticisme qui est dû au fait que nous sommes au pied du mur. Les gens refusent la réalité. Ils savent qu'ils ont probablement tort, mais voilà, le vrai disons, dès qu'on regarde un peu les tenants et les aboutissants de ce dont nous discutons aujourd'hui, le rôle des activités humaines sur notre climat et plus généralement sur notre environnement, parce que, disons, la conclusion du rapport du GIEC, c'est que eh bien, le réchauffement climatique est une menace pour notre humanité et la santé de notre planète, c'est-à-dire la nature qui nous entoure. C'est bien cela qu'il faut disons, la biodiversité, la le vivant, comme on dit aussi. Et bien, voilà, donc on refuse cela, mais pourquoi on le refuse? Parce qu'on est au pied du mur, et puis aussi parce qu'en termes de réchauffement climatique, les véritables conséquences du réchauffement climatique, c'est plutôt pour l'après 2050. Pour le moment, après nous le déluge, comme on pourrait dire un petit peu vulgairement. Elles sont tout à fait perceptibles actuellement, mais moi j'avais l'espoir qu'à partir du moment où elles deviendraient perceptibles, l'action serait vraiment à l'ordre du jour. Ce n'est pas encore suffisamment le cas, mais c'est le cas et voilà, nous allons le voir, c'est le cas quand même dans certains... Bon, j'aime souvent citer les collectivités, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y a rien de fait, c'est bien cela. Donc, mais il faut continuer à agir et bon, c'est aussi une forme de climato-scepticisme que de dire on ne fait rien. Donc ça c'est très clair. Donc c'est éminemment politique, on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique de son contexte social, enfin disons sociétal, culturel y compris. C'est tout cela en fait, ça interroge sur le mode de fonctionnement de nos sociétés. Et c'est bien cela c'est bien pour ça que beaucoup de personnes refusent même de l'envisager, même s'ils voient bien qu'ils ont tort dans ce refus. Alors, la transition est toute trouvée pour aborder justement avec vous, Nathalie Appéré, la dimension territoriale. On entend Jean Jouzel nous dire que c'est aussi une question éminemment politique. Lorsque l'on est, comme vous l'êtes, maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole, on a des choix à faire. Il y a même des documents spécifiques, le plan énergie-climat territorial, on arbitre. Comment vous vous êtes approprié ces faits scientifiques et quelle est la traduction que vous donnez à l'échelle de votre territoire pour tenter de faire bouger les lignes? Bonjour à toutes et tous et grand merci, Monsieur le Président, pour cette invitation et merci à toutes celles et ceux qui rendent possible ce moment. Je vous avoue que pour moi, c'est un rare privilège de pouvoir m'adresser à un auditoire dont la présence est obligatoire. Mais je vais tâcher néanmoins de ne pas en abuser. Plus sérieusement, c'est aussi et surtout un grand privilège, et j'en profite pour le dire maintenant parce que je n'aurai pas le plaisir de pouvoir assister à toutes les séquences de l'après-midi, d'être aux côtés de Jean Jouzel, et c'est l'occasion de lui dire l'immense gratitude et l'immense reconnaissance qui est la nôtre pour son inlassable travail, bien évidemment scientifique, mais aussi de vulgarisation, d'alerte, dans des mots qui sont toujours forts, clairs et justes. Et sans volonté irrédentiste, j'avoue dire souvent que Jean est rennais. Alors, je ne sais pas si Jean Zé m'en veut, mais nous sommes particulièrement fiers de savoir que Jean, à tout le moins, est brétilien et que son combat, il s'ancre aussi dans un territoire. Parce que ces voies scientifiques, on en a évidemment besoin. Jean le disait à l'instant. Là où on avait pu imaginer il y a encore quelques années que des taquets étaient posés, et c'est pas si vieux, qui faisait qu'on ne reviendrait plus sur un certain nombre d'acquis. Et je pense qu'on n'avait pas imaginé qu'il nous faille à nouveau combattre pour dire que non, la science n'est pas une opinion. Et que non, le réchauffement climatique ne peut pas être considéré comme ce que serait la lubie de quelques-uns. Et je sais votre engagement, chère Sylvie, cher David, pour que nous soyons aux côtés des scientifiques, que les territoires soient aux côtés des scientifiques, et c'est
l'occasion pour moi aussi de dire à quel point nous avons besoin de ces voix, nous avons besoin d'être garant d'une parole scientifique libre et éclairée et qui puisse investiguer toutes les recherches souhaitées. Quand je vois ce que sont les coupures aujourd'hui d'un certain nombre de financements de programmes de recherche, c'est extrêmement inquiétant. Donc il y a bien sûr la forme extrême de ce climato-scepticisme dans sa double dimension, à la fois le déni du dérèglement ou le déni de la responsabilité humaine sur ce dérèglement. Et puis il y a, et ça c'est peut-être plus mon quotidien, ce que Valérie Masson-Delmotte appelle, Jean, l'obstructionnisme climatique. Alors l'obstructionnisme climatique, c'est plus sournois. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le déni pur et simple. C'est quand même très compliqué de nier que les courbes montent, que le réchauffement existe et que les plus 3, plus 4 par rapport à l'ère pré-industrielle, nous y sommes. Mais ça consiste à dire que tout cela est certain, évidemment, mais quand même, est-ce que ça ne va pas trop vite, trop loin ? Est-ce que c'est vraiment le moment, toutes ces actions en faveur de la transition écologique et sociale? Et le clivage politique aujourd'hui, en tout cas dans le débat national, il se situe à ces endroits. Puisque vous m'incitez à dire que cette question est politique, le libéralisme et le néolibéralisme a utilisé ce que serait une présumée réticence gauloise à la norme ou à la règle pour aller expliquer que toutes ces lubies écolo, c'est quand même bien ce qui nous empêche d'avancer, de pouvoir entreprendre, de pouvoir faire. Et on assiste quand même aujourd'hui à ce qu'est un détricotage en règle de tout ce qui a pu être construit, de toutes ces briques qui ont été posées une à une sous l'impulsion des scientifiques et des politiques au profit d'une dérégulation. Enfin, quand on évoque la loi du plomb, par exemple, et notamment des reculs incroyables sur les pesticides de synthèse, alors même que là aussi, la corrélation santé-pesticides n'est quand même plus à démontrer sur le plan scientifique, on a bien l'illustration de cette déconstruction. Donc, on peut faire de la résistance quand on est justement dans un territoire. On est effectivement dans l'évolution dans un milieu hostile, et la résistance, c'est de garder ce cap de la transition écologique et sociale, parce qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale, et on sait bien que c'est les deux faces. C'est votre cours, ça tombe bien, transition écologique et sociale, on ne peut pas séparer les deux termes. On sait que les plus pauvres sont les plus exposés, sont ceux qui pour autant émettent le moins, ont le moins de moyens pour trouver des solutions alternatives, et la transition écologique, elle est d'abord et avant tout un projet de justice sociale et de cohésion sociale, sinon ça n'existe pas. Et donc à l'échelle qui est la nôtre, c'est ce cap-là. Et puis, c'est tous les leviers disponibles. C'est-à-dire que c'est passer chaque action dans le cadre des compétences, alors qu'ils ne sont pas infinis, hein, il y a des limites. On est dans un système institutionnel où les collectivités, elles n'ont pas le développement économique, donc capacité quand même à aussi, tout faire. Mais il y a plein d'endroits où, à travers ce qu'est une planification, une bifurcation écologique, eh bien, on peut se demander comment est-ce qu'on pousse l'ensemble des curseurs, et c'est vrai, d'une politique de biodiversité, d'eau, de mobilité pour créer des alternatives. Sur un territoire comme le nôtre, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 40% mobilité, en gros, et 35% bâtiment. Donc ça veut dire qu'entre les alternatives à la voiture solo et la rénovation thermique des bâtiments, eh bien, on a déjà un certain nombre de leviers qui sont disponibles. Et donc, je pourrais prendre chacun de ces fils sur lesquels on tire dans ce qu'on appelle notre plan climat, air, énergie territoriale. Et chacun de ces fils est en réalité guidé par la volonté de la réduction et
d'essayer de respecter la stratégie nationale bas carbone, parce que plus personne ne parle de la stratégie nationale bas carbone, mais quand même, elle est cette feuille de route qui devrait constituer le cadre collectif, et puis d'adapter aussi en parallèle, parce que on a longtemps pensé que des territoires comme le nôtre seraient préservés de la nécessité d'une adaptation rapide. Et lorsque Jean évoque les plus 40 degrés à Rennes, c'est effectivement l'impératif de pouvoir travailler à une ville vivable, respirable, et avec un certain nombre de projets emblématiques pour cela, mais surtout une vision commune. Et une vision commune sur comment est-ce qu'on vit mieux, on respire mieux, on mange mieux, et donc on augmente le bonheur et la satisfaction, c'est-à-dire que la transition écologique, c'est pas chiant, c'est pas grave, et surtout, c'est pas régressif. On peut y gagner, et il y a des gains individuels et collectifs en termes de santé, en termes de temps, il ne se mesure pas forcément avec les bien-être. indicateurs habituels. C'est ça qui rend l'exercice plus compliqué. Oui et non. Et effectivement, alors on peut avoir ce débat sur est-ce que les indicateurs de produit intérieur brut révèlent suffisamment la question de leur impact carbone, mais il n'empêche qu'il y a des vrais indicateurs de satisfaction. Et quand on fait de la désimperméabilisation, de la végétalisation, quand on offre du temps libéré des transports et des bouchons, c'est aussi de la qualité de vie qui est gagnée. Donc c'est sur ces dimensions effectivement qu'on travaille principalement, avec une forme d'humilité et en même temps de rigueur et de détermination, et surtout la volonté d'embarquer tout le monde. C'est quoi la plus grosse difficulté dans ce chemin-là? Parce qu'on sent bien qu'il y a des frottements forcément entre la manière dont on trace un objectif et puis où il se concrétise pas à pas dans la durée, la temporalité. Et c'est là que souvent que ça coince un peu. Il y aurait une transition toute trouvée avec Pierre sur le fait que l'une des premières difficultés, qui est le nerf de la guerre, c'est quand même le financement de tout ça. Enfin, aujourd'hui, nous aurions besoin, d'une manière collective, d'investir très largement dans la transition. Jean le dit, c'est pas encore trop tard. Moi, je fais partie de celles et ceux qui se disent que chaque dixième de degré ou chaque millier d'euros investis, il a son utilité, son impact, et tout cela n'est pas vain. Et on sait que aujourd'hui, on a besoin d'un surinvestissement massif si on veut être au rendez-vous, et la question du financement est évidemment une question importante. Et puis, c'est d'embarquer. C'est de vaincre les réticences, parce que on pourrait avoir, nous, la stratégie climat la plus jolie du monde sur un document en papier glacé extrêmement performant. Si les habitantes et les habitants du territoire ne se sentent pas concernés, si on ne leur permet pas des alternatives, alors il ne se passera pas grand-chose. Et c'est pour ça que je suis persuadée que la question de l'implication citoyenne, on y reviendra peut-être avec Hélène, et de la démocratie, est aussi une condition indispensable pour réussir cette transition. On entend en tout cas, et c'était aussi le cas avec Jean il y a quelques instants, votre enthousiasme et vos forces de conviction partagées. Le financement, on va en parler avec vous, Pierre Larouturou, parce que c'est évidemment un sujet que vous connaissez particulièrement. Alors, vous êtes économiste, vous êtes venu avec des courbes et des chiffres. C'est vrai que c'est bien, à ce stade de nos échanges, peut-être de nous, et notamment pour celles et ceux qui nous suivent ici et puis dans l'amphi d'à côté, on a manipulé pas mal de données. On va prendre un petit peu de temps d'arrêt sur image avec vous, Pierre, pour remettre en perspective les grandes masses économiques. Et puis, vous n'êtes pas venu sans solution, ou en tout cas sans idée de nous montrer qu'on peut encore changer les choses et flécher différemment à l'échelle européenne. C'est un petit peu le message, je crois, que vous aviez envie de nous partager. Alors, vous avez ce qu'il faut pour nous faire voir ça sur grand écran. Merci beaucoup. Merci à David, à Isabelle, à toute l'équipe qui anime cette université pour ce débat. Je suis ici parce que ça fait 14 ans que je travaille avec Jean Jouzel, que j'ai la chance de travailler avec ce grand monsieur, et qu'on est devenus amis et qu'on est vraiment alignés sur les objectifs. Et puis j'ai une grand-mère bretonne, sinon comme je suis basco-béarnais, je n'aurais pas été accepté, mais j'ai dû prouver que j'avais un peu de sang breton, et donc on m'a accepté dans cette table ronde. Oui, alors quand Nathalie disait tout à l'heure, la science n'est pas une opinion, et est-ce que c'est le bon moment pour agir ? Je pense qu'on a de très bons arguments pour aller dans ce sens. Donc d'abord, mon but est simple, c'est deux choses.
chose, dire l'urgence. La question du climat, on n'en parle presque plus dans le débat national. Or, c'est vraiment urgent d'agir et ça peut être une bonne nouvelle d'agir. Et comment est-ce qu'on trouve les moyens? Parce qu'une rénovation thermique, ça coûte 30 000 €. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 €, sinon ça va prendre du temps. Donc, comment est-ce qu'on accélère? Il y a plein de choses déjà qui sont faites à Rennes et ailleurs, mais Nathalie et son équipe aimeraient aller 10 fois plus vite et se heurtent à un problème de financement, comme on se heurte à des problèmes dans mon village des Pyrénées. Donc, la question du financement, elle est très importante. Dire l'urgence et convaincre ceux qui ont des sous d'investir, c'est déjà dire que le nombre de catastrophes a triplé. Le problème climatique, ce n'est pas peut-être que oui, peut-être que non dans 40 ans. Ça, c'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance. Quand il y a des énormes catastrophes, quand des millions d'Allemands ont les pieds dans l'eau, les sociétés d'assurance sont elles-mêmes réassurées pour ne pas faire faillite. Et vous voyez que le nombre de catastrophes a déjà triplé. Et cette courbe sinistre sous-estime le problème dans les pays du Sud où les gens ne sont pas assurés. Et quand il y a 1 million de gens qui ont tout perdu à cause d'une inondation, ça n'est pas dans cette courbe. Donc cette courbe sous-estime le problème. Donc c'est d'abord les catastrophes qui devraient nous pousser à agir. C'est plus de 300 morts dans les inondations il y a quelque temps en Inde. C'est 200 morts en Espagne. Vous vous souvenez, à Valencia, des gens comme vous et moi qui vont faire les courses. Il fait beau, on rigole avec la famille. Et puis en 1 heure, c'est plié. C'est en Belgique. J'étais député européen et je m'en souviendrai toujours, le 13 juillet, il y a 2 ans et demi, des inondations monstrueuses. C'est pour dire que personne ne peut dire « ça ne me concerne pas ». En Belgique, y compris la fille de la directrice générale de l'énergie, à Bruxelles, vous avez là où il y a la Commission européenne, le Berlaymont, eh bien la directrice générale de l'énergie, sa fille était scout, c'est le début de l'été, la vie est cool, on part avec les copains et les copines, et là, il y a ces inondations, et cette dame ne reverra jamais sa fille vivante, sa fille qui était pourtant adolescente en pleine forme, elle fait partie des 200 personnes qui sont mortes en quelques minutes dans les inondations. C'est en Belgique, en Allemagne, c'est les feux en Australie, plus de 400 morts, c'est étonnant qu'on n'arrive pas à réagir quand il y a plus de 400 morts dans des feux de forêt, entre ceux et celles qui meurent en 1 minute parce que la voiture explose et ceux qui meurent au bout de 2 semaines à l'hôpital, ce qui n'est pas beaucoup plus rigolo. Donc la nature nous envoie des signaux quand même assez clairs et tout près d'ici, en Bretagne, vous avez encore eu des inondations. C'était dans Ouest France l'autre jour, une dame de 55 ans qui, elle aussi, était en pleine forme. Elle aussi, elle pensait qu'elle avait une journée normale devant elle et elle est bloquée dans sa voiture et on ne la reverra jamais vivante. Donc il y a ces catastrophes. Premier point que je voulais dire. Deuxièmement, je dois aller vite, mais le problème est en train de s'accélérer. Les boucles de rétroaction, les scientifiques pour faire chic parlent de boucles de rétroaction, les cercles vicieux, ça fait 30 ans que les scientifiques nous les annoncent et maintenant on se les prend en plein dans la tête. Un des plus faciles à comprendre, c'est le réchauffement fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt et les feux de forêt font qu'il y a de plus en plus de CO2 qui va accélérer le réchauffement. C'était un papier dans le Figaro l'autre jour qui commençait par une bonne nouvelle, l'action des politiques est efficace. Lula, le président du Brésil, et sa ministre ont réussi à faire baisser de 30% la déforestation à la tronçonneuse. Donc bravo à Lula et à sa ministre. On a aidé les paysans à aller vers d'autres pratiques. Voilà, donc on calme le jeu sur la déforestation. Mais hélas, c'est une goutte d'eau par rapport au réchauffement climatique qui fait que les feux de forêt spontanés sont en train de prendre une vigueur jamais vue. C'est l'équivalent de toute l'Italie. La surface qui a cramé en 1 an au Brésil, c'est l'équivalent de toute l'Italie. Donc vous voyez, le réchauffement fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt. Les feux de forêt font du CO2 qui accélère le réchauffement. Le réchauffement fait fondre le permafrost, les terres qui sont congelées au nord de la Russie ou ailleurs. Le permafrost, quand ils font la matière organique pourrie, ça fait du méthane, et le méthane accélère le réchauffement encore plus dans ces zones. Et donc la glace polaire va fondre, et on sait que quand on remplace une surface blanche par une surface grise, ça absorbe encore plus de chaleur. Donc ces cercles vicieux, qui étaient un peu théoriques il y a 40 ans, mais qui étaient bien argumentés, maintenant on se les prend de face. Et y compris la Cour constitutionnelle allemande, la Cour de Karlsruhe, a retoqué la loi d'Angela Merkel sur le climat en disant c'est très sympa de parler de l'équilibre, de la neutralité en 2050, mais tout ce qu'on n'aura pas fait maintenant, avant 2030, c'est du pipeau. On est comme sur un toboggan. Quand j'étais petit, moi je me souviens des toboggans à 2 vitesses. Au début, ça va trop lentement et si on a la trouille, on peut remonter. Et puis à un moment où même si on a la trouille, on ne peut plus rien faire. Et donc la Cour de Karlsruhe le dit mieux que moi, mais explique que c'est bien beau, on est tous d'accord pour la neutralité en 2050, mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant, avant que les problèmes s'aggravent trop. Et donc il faut investir. La Cour de Karlsruhe a demandé à Angela Merkel de revoir sa copie en disant ce que vous prévoyez de faire avant 2030 n'est pas du tout suffisant. Et donc les scientifiques, depuis 1958 aux États-Unis, ils ont mis en place un observatoire sur une montagne à 3000 mètres d'altitude pour être loin de toutes les autoroutes, de toutes les industries, à Mauna Loa. Et depuis 1958, il y a des scientifiques qui vont se relayer là-haut pour mesurer le CO2 tous les jours, toutes les semaines.
Dans les années 60 et 70, ça a augmenté sur un rythme de 0,8 unités chaque année, 0,8 ppm. Et là, depuis 5 ans, ça va 3 fois plus vite. Voilà. Donc tous ceux qui vous disent « Allez, c'est pas urgent, Nathalie, c'est bien, mais t'inquiète pas, il n'y a pas le feu au lac. » Non, mais je vois même au Parlement européen, hein, c'est bon, on a parlé du Green Deal, on a fait 3 conférences de presse, on a fait 4 PowerPoint, donc on a fait le job. Et donc quand on leur montrait cette courbe, je me souviens très bien des députés ou des commissaires qui se décomposaient parce qu'ils pensaient vraiment que le truc était sous contrôle. Et en fait, le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Le CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui, augmente 3 fois plus vite que dans les années 60 et 70. Donc, et si on ne fait rien, il y avait cette carte dans Ouest France il y a quelque temps, on a parlé des canicules à 40 degrés, il y a eu des feux dans les monts d'Arrée il y a 2 ans, on ne pensait pas, moi quand ma grand-mère je venais voir, on ne pensait pas avoir des feux et des sécheresses comme ça en Bretagne, mais si on continue le blabla, ou le fait qu'on n'a pas les moyens de rattraper le temps perdu, on connaîtra des canicules à 50, 54, 55 degrés. Le corps humain, il est fait pour être à 37 degrés. Déjà, quand on est à 40, on n'est pas bien, on est fatigué, on a du mal à dormir, on a du mal à bosser. Mais quand on aura des canicules tous les 2 ou 3 ans à 50 ou 55 degrés, les scientifiques annoncent 150 000 morts chaque année, jeunes et vieux. On ne tient pas des canicules de ce type. Ça, c'est les catastrophes. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est sur la question sociale dont vous avez parlé tous les deux, c'est qu'il y a les catastrophes qui devraient suffire pour nous mettre en mouvement, et les prévisions de canicules et les prévisions d'inondation. Et puis il y a aussi l'impact dans notre vie quotidienne sur le pouvoir d'achat. Là, tous ceux et celles qui ont une maison, vos parents, ont pu voir peut-être le tarif des assurances, plus 15%. Des millions de Français ont fait gloops au 1er janvier, plus 15% sur le tarif des assurances à cause des inondations. En Bretagne, il y a plusieurs villes qui ont annoncé plus 10% sur le prix de l'eau, parce qu'à cause des sécheresses à répétition, plus des problèmes de pesticides, ça coûte de plus en plus cher d'avoir de l'eau. Donc plus 15% pour l'assurance, plus 10% pour le prix de l'eau, plus 70% pour le prix du café, parce qu'à cause du dérèglement climatique, au Brésil, une bonne partie des caféiers ont crevé, et donc il y a un manque de café et de chocolat, de cacao. Donc le prix du café, du cacao qui flambe, le prix de l'huile d'olive, des sécheresses depuis 3 ans en Espagne, et l'Espagne est le premier producteur de l'huile d'olive. Donc quand on fait les courses, il y a déjà des millions de Français et de Françaises qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, à cause des loyers, à cause des salaires qui sont trop faibles, mais le problème climatique est en train d'aggraver, on n'en parle pas assez, mais est en train d'aggraver les problèmes de pouvoir d'achat, les récoltes de blé qui sont en perte, les récoltes de vin. L'an dernier, la récolte de vin était catastrophique en France à cause des inondations du printemps. Et cette année, la récolte de vin, on a perdu moins 20% en 2025 à cause des canicules du mois d'août qui font que le grain de raisin ne se remplit pas. Donc, il y a les catastrophes et il y a le problème du pouvoir d'achat. Alors que si on était capable d'agir, c'est pour ça que le choix, si on était capable d'avoir un débat un peu calme, et peut-être que je parle trop vite comme je n'ai que 10 minutes, mais si on avait un débat serein, le débat devrait être évident. Est-ce qu'on va vers un monde de plus en plus dangereux où la vie quotidienne est de plus en plus chère, ou est-ce qu'on est capable de mettre en place des politiques de rénovation thermique, des politiques de transport en commun efficaces? Je me souviens d'un monsieur qui disait « Je vis dans un HLM et depuis 3 ans, ça y est, on a fait une rénovation, j'ai beaucoup moins chaud l'été, j'ai beaucoup moins froid l'hiver. » Il disait « J'ai fait mes comptes, je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 € sur mes dépenses. » Si en plus il y a des transports en commun plus efficaces, ce monsieur n'aura pas besoin de faire le plein d'essence pour aller au boulot, donc il pourra économiser vraiment. Donc je crois qu'il n'y a aucune opposition entre agir pour le climat et agir pour la justice sociale, mais il faut se trouver les moyens de déclarer la guerre, arrêter le blabla, déclarer la guerre au dérèglement climatique. Et comme Nathalie l'a dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors 4 solutions pour trouver de l'argent. Premièrement, taxer les marchés financiers. Quand j'étais député européen, j'ai fait voter avec d'autres collègues ce rapport, les solutions du Parlement européen, toutes tendances confondues, sauf l'extrême droite, mais moi j'étais dans le groupe social-démocrate, mais 80% des députés de droite ont voté ce rapport. Là, donc il y avait 5 solutions pour financer, mais la première solution, c'est une petite taxe sur les marchés financiers, ce qu'on appelait autrefois la taxe Tobin, du nom d'un prix Nobel, James Tobin, qui disait qu'il fallait prendre 0,1% sur les marchés financiers. On paye tous de la TVA. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé 20% de TVA. Et même quelqu'un qui dort dans la rue à Rennes ou à Paris, quand il va s'acheter un sandwich, il paiera 5,5% de TVA. Donc même les plus pauvres, pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0. Voilà. Donc l'ensemble du Parlement dit qu'on devrait mettre une petite taxe de 0,1 sur les marchés financiers qui nous donnerait 57 milliards chaque année, 57 milliards pour le climat.
Deuxième, et les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Hier, le Dow Jones, Trump exultait, le Dow Jones est à des niveaux jamais vus. C'est pareil pour la Bourse de Paris. Donc, ce n'est pas choquant de se dire qu'on va prendre 0,1% sur les marchés financiers pour financer la rénovation thermique, les transports en commun ou les politiques d'adaptation. Et surtout que les marchés financiers, je n'ai pas le temps de développer, nous préparent une nouvelle crise. Ça fait 6 ans que le FMI nous dit qu'on joue avec le feu, qu'après la crise de 2008, on n'a rien réglé et que le niveau de dette de tous les pays, plus les marchés financiers, peuvent nous amener à une crise qui serait 10 fois plus grave que la première crise financière. Donc on est vraiment stupide si on n'agit pas pour le climat et qu'en plus on laisse se préparer une crise financière et une crise économique majeure. Deuxième solution, il n'y a que la France qui bloque, je n'ai pas le temps, mais ça c'est la lettre du ministre autrichien des Finances. C'est pour ça que j'avais fait une grève au Parlement européen, une grève de la faim. Une grève de la faim, vous avez fait. J'avais oui, fait ça ne se voit plus, mais j'ai rattrapé depuis. Mais j'avais fait voter ce rapport qui expliquait qu'une des meilleures solutions, c'était la taxe sur les transactions financières. Et un fonctionnaire m'avait montré cette lettre du ministre autrichien des Finances, qui est un monsieur de droite, mais qui disait « Nous voulons relancer la négociation et il n'y a que la France qui bloque. » Bruno Le Maire voulait une taxe où 99% des volumes seraient exonérés. Donc peut-être que si des collectivités comme la ville de Rennes et d'autres foutent la pression et que les Allemands, on peut sans doute débloquer le dossier assez vite. Maintenant que Bruno Le Maire n'est plus là, il y a quand même des bonnes nouvelles dans la vie. Deuxième idée, c'est lutter contre la concurrence fiscale européenne. Quand j'étais jeune, j'étais dans les clubs de Jacques Delors, qui était le patron de la Commission européenne, et qui disait on ne peut pas continuer comme ça, avoir chaque année des bénéfices qui augmentent, mais le taux d'impôt sur les bénéfices diminue parce que le voisin fait pareil. Quand on était petit, toi tu es plus jeune, mais tous les trois, le taux d'impôt sur les bénéfices était à 50% en Europe, 50%. Et puis on est tombé maintenant à 19%. Donc les bénéfices n'ont jamais été aussi importants. On n'a jamais eu autant besoin d'argent pour les universités, pour la santé, pour le climat. Mais comme le pays voisin fait pareil, on baisse notre impôt sur les bénéfices. Et donc déjà Jacques Delors en 2005, et Alain Lamassoure, et des gens de droite et de gauche disaient on ne peut pas continuer cette concurrence fiscale, il faut un impôt européen sur les bénéfices. Des mêmes Christine Lagarde ou Laurence Parisot du MEDEF ou Alain Juppé nous soutenaient il y a 6 ans quand on avait fait un événement avec Jean Jouzel pour dire oui, on peut mettre en place un impôt de 5% sur les bénéfices, non pas pour créer un impôt, mais parce qu'on a besoin d'argent pour la financer la transition. Et ça va créer des emplois. Je vais plus vite. Troisième idée, taxer les très gros héritages. En France, on s'engueule sur la taxe Zuckman. Dans d'autres pays d'Europe, le débat n'est pas sur la taxe Zuckman, mais sur les très très gros héritages. Y compris en Allemagne, c'est le patron de la droite au Parlement allemand, le patron de la CDU, qui dit les très 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 gros héritages, les 1% les plus gros. Autrefois, quand on héritait de ses parents quand on avait 25 ou 30 ans, quand on se lançait dans la vie, maintenant on reçoit son héritage souvent à 60 ans, on en a moins besoin, et les inégalités d'héritage sont devenues monstrueuses. Donc c'est intéressant de voir que c'est le patron de la CDU, de la droite au Parlement, au Bundestag, qui dit il faut trouver de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour la défense, pour le climat. On devrait taxer davantage les très gros héritages. Quatrième point, utiliser autrement l'argent de la Banque centrale. Il y a le premier papier qu'on a fait avec Jean Jouzel, c'était dans Ouest France, il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Comme slogan, pour sauver les banques en 2008, on a mis 1000 milliards sur la table. On devrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Beaucoup de gens disaient c'est pas possible, vous êtes des rêveurs. La Banque centrale ne l'a fait qu'une fois en 2008 parce que les banques allaient s'effondrer, mais ne voudra jamais le refaire. Et puis, fin 2014, le patron de la Banque centrale, Draghi, a cassé un tabou et a dit, parce que toute la zone euro tombait en récession, même l'Allemagne, et Draghi a dit je vais créer 1000 milliards, je vais faire tourner la planche à billets, je vais créer 1000 milliards pour aider les pays, aider l'économie à redémarrer. Il avait annoncé qu'il allait créer 1000 milliards. En fait, la Banque centrale a créé plus de 5000 milliards, dont l'essentiel, ce qu'on appelle le quantitative easing, pour faire chic et pour que les gens ne comprennent rien, mais en fait, c'est très simple. J'allais montrer le bouquin qu'on a fait avec Jean, et avec l'aide du patron de la Banque européenne d'investissement, et on montre comment on pourrait mettre 300 milliards chaque année, avec une grande banque du climat au niveau européen, qui serait pour l'Europe et pour l'Afrique, pour financer des politiques de climat et de développement durable. Rien qu'en France, on peut créer 800 000 emplois si on se donne les moyens sur la rénovation thermique, sur les transports en commun, sur l'agriculture, sur les politiques d'adaptation. On pourrait créer 800 000 emplois, aussi bien dans des grandes villes comme Rennes que dans des petits villages. On avait tous les maires ruraux de France qui soutenaient notre initiative pour la Banque du Climat quand on l'a lancée avec Jean Jouzel. Donc, si on peut tous économiser 800 € sur nos dépenses de chauffage, si on peut créer 800 000 emplois, si on peut avoir une vie plus équilibrée, un air moins pollué, je crois que si on avait un débat de qualité là-dessus, on pourrait montrer qu'il n'y a aucune opposition entre agir pour le climat et agir pour le bien-être social, et qu'au contraire, les deux sont liés. Je finirai en disant qu'il faut une petite révolution
On a été reçu par le pape avec Jean. C'est le jour où j'ai vu Jean le plus stressé. Je ne l'ai jamais vu aussi stressé. Donc le monsieur en blanc, c'est le pape, pour ceux qui n'ont pas leurs lunettes. Et derrière, c'est Jean Jouzel. Et le pape nous appelait à une vraie révolution. Quand Nathalie parlait des politiques de dérégulation, le pape, dans son encyclique Laudato Si, disait que tout est lié, la justice sociale et la question du climat. Et il disait, après la crise financière de 2008, on avait dit qu'on allait tout changer. En fait, on n'a rien changé. Il nous soutenait pour dire qu'il faut mettre en place ces solutions pour le bien commun. Et je crois que c'est à nous de le faire. Si on se contente de regarder ce qui se passe au Parlement ou à Matignon, c'est un peu décevant. Mais les révolutions, parfois, c'est les citoyens qui les font. Le mur de Berlin, ce n'est pas Gorbatchev ou Helmut Kohl qui l'ont fait tomber. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont envie d'être heureux. Donc, sur les questions de climat et de justice sociale, c'est à nous de faire bouger les choses. Merci. Et bien voilà, on parlait d'enthousiasme tout à l'heure et de force de conviction. Merci Pierre Larouturou. Donc on a compris que lorsqu'il y avait une volonté, il pouvait y avoir un chemin, mais il fallait aussi avoir des financements. Et c'est là qu'il y a des obstacles encore importants, mais la solution, elle est peut-être dans cette salle, n'est-ce pas, Hélène? La nouvelle génération qui nous fait face, va-t-elle mieux entendre que les nôtres cette urgence du moment? C'est un petit peu les sujets sur lesquels tu travailles avec ton équipe de séisme et puis les documentaires que tu réalises pour aller ausculter finalement cette jeunesse dont tu fais partie, pour essayer de comprendre à la fois pourquoi on en est arrivé là et surtout quelles sont là aussi des solutions possibles pour tracer des nouveaux chemins. Qu'est-ce que ça dit justement de cette jeunesse qui est protéiforme? Elle n'est pas univoque, hein. Il faut faire attention à la manière dont on vous regarde. Oui, merci Xavier et merci à tous les trois. C'est une vraie richesse pour moi de vous écouter parler. Vous êtes des personnes que j'écoute beaucoup dans le cadre de moi, la réflexion sur mes documentaires, sur les cours que je donne. Donc je suis très honorée d'être à vos côtés aujourd'hui. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Xavier, en effet, je pense que ces dernières années, il y a une grosse problématique dans la façon dont les jeunes ont été traités par les médias. C'est qu'on a eu tendance à homogénéiser les jeunesses, alors que finalement, on s'aperçoit que chaque jeune est unique et il y a des jeunesses qui ont des réalités très différentes en France et même, par exemple, au sein d'une ville comme Rennes. Et du coup, moi, avant de commencer à répondre à ta question, j'aimerais juste sonder un peu la salle, parce que vous représentez des L1 en SVE à l'Université de Rennes. Vous êtes encore une jeunesse, un échantillon parmi les échantillons. Donc peut-être vous posez juste 2-3 questions. Est-ce que vous pourriez lever la main si les sujets là, écologiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est des sujets qui vous touchent ou qui vous inquiètent, qui vous préoccupent? On aurait pu poser la question, ça n'inquiète pas, parce que là, tout le monde semble avoir levé la main, effectivement. Il y a une grande majorité qui lève la main. Et qui se sent aujourd'hui en capacité d'agir pour limiter le réchauffement climatique? Il y en a moins déjà. Ok. Presque personne finalement. Donc on s'aperçoit qu'il y a déjà dans votre groupe à vous un grand décalage entre le sentiment que vous avez par rapport à ces sujets-là et la légitimité, la capacité que vous avez vous-même à bouger. Et nous, c'est ce qu'on observe quand, avec Arthur, avec qui je réalise des documentaires, on va projeter nos documentaires auprès des jeunes, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, dans les écoles. En fait, souvent, on projette nos films. Nous, on fait des films, en gros, sur l'engagement dans son métier. Et une fois que le film est projeté, on a des questions dans la salle de en fait c'est super là les jeunes que vous avez filmés, mais concrètement comment on fait pour s'engager? Moi je suis étudiant, je suis en L1, j'ai encore 5 années d'études devant moi, j'ai beaucoup de travail, parfois je dois travailler à côté pour pouvoir gagner des sous, j'ai des examens à rendre, j'ai peut-être une alternance, je suis dépassée par les événements, j'ai aussi envie de pouvoir profiter, de pouvoir faire la fête, de pouvoir avoir mes copains et de vivre ma jeunesse au même titre que tout le monde, parce que c'est pas juste que les générations d'avant moi, elles en aient bien profité et que moi on me demande de m'engager et qu'on me dise que tout repose sur mes épaules parce que j'ai 20 ans en 2025 et en fait c'est pas de ma faute si moi j'ai 20 ans en 2025. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller vers ces étudiants-là, d'aller vers vous et de vous montrer, de vous donner un peu sur un plateau des manières concrètes de s'engager, de vous dire, c'est pas à vous en fait de faire tout le travail, de lire tous les rapports qui existent, même si je pense que au moins la synthèse du GIEC devrait être obligatoire dans tous les enseignements, mais c'est pas à vous de lire, de vous renseigner, de trouver, de décortiquer tous les rapports. Je pense que c'est hyper important que des associations, que des collectivités territoriales, que des universités
vous outille, vous aide à savoir comment vous engager aussi pour vous aider à choisir par exemple votre métier, vos stages, que vous puissiez avoir une envie, que vous puissiez vous projeter dans un futur désirable. Souvent quand on parle de le futur écologique, on a tendance à imaginer le futur comme étant un peu post-apocalyptique, avec, là on parle, et c'est hyper important d'en parler parce que c'est la réalité, on parle des canicules qui vont venir, on va dire qu'il va y avoir encore plus de morts, il va y avoir des zones qui vont être inhabitables, des personnes qui vont mourir, qui vont être malades à cause des pollutions, il va y avoir une extinction de masse de la biodiversité, et en fait ça c'est aussi des récits dans lesquels on n'a pas toujours envie de se projeter quand on a 20 ans en 2025, et dans lesquels on se dit mais moi en fait elle est où ma place dans ce monde-là dans 10 ans quand on sera face à tout ça. Et parfois, et moi je suis la première à être concernée par ça, je trouve qu'on a plus envie de fermer les yeux et de se dire en fait tant que c'est pas encore là, je préfère ne pas trop en parler, ne pas trop y penser, et puis le jour où ça viendra, on en parlera à ce moment-là. Et en fait, moi ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on se dise il y a d'autres possibilités d'envisager le futur quand on est étudiant aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être fataliste et de se dire moi, mes années de 30, 40, 50, 60 ans, ça va être des années difficiles. On peut encore faire changer les choses et surtout, on peut contribuer à faire changer les choses quand on est jeune aujourd'hui, en choisissant son stage, en essayant de s'engager dans une association, mais aussi juste en parlant autour de soi, en essayant d'avoir des actions chez soi, en essayant d'avoir une action en politique, dans la politique, dans votre université. Il y a plein de choses à faire et c'est ce qu'on essaie de montrer à travers les documentaires que nous, on passe. C'est que les manières de s'engager, elles sont multiples. J'aimerais vous recommander un livre qui a été écrit par Tanguy, qui est dans la salle, qui s'appelle « Engagez-vous » qu'il disait. Tanguy Descamps, et en fait, il est là. Tanguy qui est juste là. Et qui, en fait, montre le profil de plusieurs dizaines de personnes qui s'engagent pour montrer que s'engager, c'est pas juste faire des fresques du climat ou faire de la politique et s'engager chez les écolos ou être directeur RSE d'une entreprise, mais qu'en fait, on peut aussi être artiste, on peut aussi être chercheur. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'en sortant de cette salle, toutes et tous, aujourd'hui, vous vous disiez... Moi, mon métier que je veux faire plus tard, moi, dans mon quotidien, moi, dans mon écosystème, quelle est la première petite action que je peux faire, moi, avec mon entourage, avec mes études, avec mon ambition de carrière? Qu'est-ce que je peux me donner comme petite étape qui fait que moi, je vais pouvoir contribuer à ça? Et pour débattre de tout ça, rendez-vous le 15 et le 16 octobre, la semaine prochaine, c'est ça, au Forum Séisme, 3e édition déjà. Oui, on organise, mais je crois que vous n'avez pas les cours banalisés, vous les aurez l'année prochaine, je crois que c'est que pour les L2 en SVE, mais on organise tous les ans pour justement vous aider à trouver des stages engagés, essayer de rencontrer des professionnels qui vous donnent envie d'aller vers des métiers à impact. Un forum qui s'appelle le Forum Séisme, qui a lieu mercredi et jeudi prochain, et où il y a 100 entreprises, collectivités, associations, coopératives qui présentent leur métier, qui présentent leur action, qui sont que des actions en faveur des transitions écologiques et sociales pour vous aider à vous faire du réseau dans cet écosystème-là, rencontrer les professionnels et vous projeter dans des carrières à impact. Merci beaucoup Hélène. Alors Jean Jouzel, tout n'est pas perdu hein, quand on entend l'enthousiasme de votre voisine et puis cette force de conviction qui l'anime, ça doit vous faire chaud au cœur. Oui, pour réagir, merci Hélène. C'est un peu ce qui nous a animés, disons, outiller les jeunes pour qu'ils fassent, disons, pour qu'ils vraiment s'approprient cette transition, alors qu'on qualifie de socio-écologique. Ce n'est pas que le climat, ce n'est pas que la biodiversité, ce n'est pas que l'environnement, c'est en fait tout le mode de fonctionnement de société, je le redis, c'est-à-dire comment on prépare les jeunes au monde de demain, et c'est ça la transition pour moi au sens large. C'est ce qui nous a habités dans ce rapport, alors j'ai été invité à le coordonner par Frédéric Vital fin 2019. On lui a remis avec Luc Abadi, le rapporteur, toute une équipe de rédaction, donc je remercie, et vraiment ce rapport, donc merci Sylvie Retailleau de l'avoir repris avec beaucoup d'enthousiasme. Donc voilà, je suis venu le présenter à Rennes. Alors je pense une fois que c'était en visio, parce que c'était malheureusement au moment d'un Ronan, oui, je crois, oui. Donc voilà, mais c'est un peu ce qui nous a vraiment animés. Comment on a essayé d'avoir dans ce rapport donc sur la formation et la sensibilisation à la transition écologique et au développement durable dans l'enseignement supérieur, on a essayé
voilà, d'apporter des réponses à cette nécessité que les jeunes d'aujourd'hui doivent impérativement s'approprier cette transition. Alors j'espère qu'on a réussi, au moins partiellement. Ça commence à. On avait en fait la rentrée. Cette rentrée était une rentrée importante dans notre agenda et je crois qu'il y a beaucoup déjà de choses qui se font. Et je remercie David Alice. C'est le cas ici à Rennes. Vous êtes, je sais, très en avance par rapport à cette dynamique. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui m'a. Voilà, je ne suis pas enseignant, mais je pense que c'est très important. Je le dirai tout à l'heure que les jeunes effectivement. Votre génération, vous êtes vraiment doublement concernés par l'action et par l'inaction. Voilà, donc il faut... mais ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est aussi le constat que ma génération n'était pas du tout formée par rapport à cela, évidemment, mais même, disons, quand on regarde nos élites, eh bien, il y a très souvent... une ignorance de ce qu'est cette transition, de ce que nous devons faire collectivement pour effectivement faire face à ces problèmes, je dirais, d'écologie au sens large. Voilà, donc, mais il faut l'éducation, la formation est essentielle. Le nerf de la guerre, il y a l'argent, mais il y a aussi, avant tout, l'éducation, la sensibilisation. Avant de vous passer la parole, parce que je pense que vous avez sûrement des questions à poser à notre panel et peut-être des envies de réagir à ce qui vient d'être dit, peut-être une petite réaction avec vous, Nathalie. On a entendu l'analyse de Pierre Larrouturou, le plaidoyer jeune d'Hélène. Comment vous intégrez ça, justement, cette dimension-là, dans l'action qui est la vôtre? Vous nous avez donné un grand cadre général, peut-être des exemples, un ou deux, très concrets, sur la manière dont on peut faire autrement. Effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, mais les propos d'Hélène y font écho. C'est à l'échelle d'un territoire, c'est comment est-ce qu'on embarque. Et la question de la citoyenneté, de la participation, de la démocratie, c'est vraiment essentiel, des jeunes en particulier, et des événements comme Séisme sont aussi des occasions de partenariat avec la collectivité. Je pense à Nos Futurs sur un autre registre où on donne les clés des grandes institutions culturelles et singulièrement des champs libres aux jeunes pour programmer, échanger, interpeller. Et je pense que cette transition ne se fera pas sans une société de la confiance d'une manière générale. Moi, j'aime bien parler... Alors, je peux considérer que je suis réformiste, je le suis, mais je suis une réformiste radicale. Je considère qu'il faut une révolution écologique, non pas de celle forcément dont on finit par couper les têtes, mais plutôt parce que si on veut réussir la transition écologique, c'est pas en colmatant des brèches, c'est en prenant les éléments à la racine. Et en cela, l'action est radicale. Quand on vient chercher les causes à la racine, c'est une action radicale. Et je vais vous donner un exemple qui est, pour moi, une illustration de comment est-ce qu'on peut prendre les choses à la racine. C'est par exemple sur ce territoire, je ne pense pas que vous le sachiez, mais il y a une spécificité dans la manière d'aborder les politiques d'aménagement, des politiques foncières, des politiques d'habitat, des politiques de biodiversité. Cette spécificité, c'est quoi? C'est qu'on considère, nous, ici, que le sol, c'est un bien commun. Parce que le sol, c'est ce qui nous nourrit, le sol, c'est ce qui permet aux espèces de vivre, le sol, c'est ce qui nous permet de construire pour habiter, le sol, c'est ce qui nous permet de stocker du carbone, le sol, c'est ce qui nous permet la végétalisation qui nous aide à respirer. Et bien, très concrètement, Rennes Métropole, puisque vous m'invitez à être concret, est un propriétaire foncier important qui ne vend plus ses propriétés. Normalement, dans un modèle d'aménagement, on achète du sol et puis on revend à des promoteurs. Nous, on ne vend plus. On considère que ce sol, il doit rester collectif, il doit rester un bien commun. Alors, ça n'empêche pas d'y construire des maisons. Ça tombe bien, on peut y construire des maisons moins chères, puisque quand on n'est pas propriétaire du sol, mais juste des murs, eh bien, on a des projets où l'achat est moins onéreux et les classes moyennes qui ne pouvaient plus acheter peuvent acheter. Bref, ça s'appelle le bail réel solidaire, ça se développe. C'est compliqué, c'est mon dada, voilà. mais c'est pour dire que
cette question des communs est vraiment quelque chose d'important, et la réponse par les communs, par les services publics, c'est aussi ce qui permet cette révolution citoyenne, de se dire que finalement, quand on en est à la 7e limite planétaire atteinte avec l'acidification des océans il y a 9, quelques semaines, eh bien on ne peut plus se permettre l'appropriation par quelques-uns de notre avenir collectif. Et si on veut retrouver une capacité à agir, si on veut reprendre la main, il faut recréer des communs. Et les communs, ça s'appelle notamment à l'échelle de nos organisations, des services publics qui fonctionnent et sur lesquels les citoyens interviennent. Et alors certes, on peut agir différemment que par l'action politique. Il n'empêche que le premier élément de détermination d'une action écologique résolue, dans une démocratie, ça passe bien par le vote quand même. Voilà, rendez-vous est pris. Merci Nathalie Appéré. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va vous apporter un micro. Il suffit de lever la main, de parler comme je le fais, vous voyez, tout près, en tenant le micro ainsi pour qu'on vous entende bien et que ce soit bien enregistré. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Qui veut se lancer? N'hésitez pas à bien lever la main pour qu'on puisse venir vers vous rapidement. Ah, voilà. Merci. Et de dire aussi peut-être à qui s'adresse votre question, si c'est le cas, plus particulièrement. On m'entend ou pas? Ouais. On vous entend parfaitement. Salut. Alors, je voudrais poser ma question à la maire de Rennes, la mairesse, je ne sais pas comment on dit. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant qu'élu, pour justement ces actions dont vous parliez, ces actions communes, etc. Comme vous êtes quelqu'un qui a été élu par le peuple, est-ce que vous comptez prendre en charge certaines actions importantes ou non, du coup? Question directe. Hein. Alors, la mairesse, c'est au Canada. Vous, c'est Madame la maire, en je crois. France, hein. la mairesse, c'est historiquement la femme du maire. Moi, je dis la maire parce que être écologiste, c'est aussi être féministe. Et quand on a l'égalité chevillée au corps, on féminise les fonctions. Donc, la maire, ça me va très bien. Je pourrais balayer chacune des politiques publiques en réalité qui sont menées. Notre plan climat air énergie territoriale, c'est des documents qui font à peu près 150 pages, et je peux vous dire que c'est pas des déclarations d'intention. Hein. C'est pas parce que s'il y a ça derrière votre question, c'est pas du discours. C'est de l'action, c'est de l'argent, c'est des indicateurs, c'est des calendriers et c'est des objectifs tenus. Et depuis la question de la qualité de l'eau, depuis l'interdiction des pesticides de synthèse à horizon 2030, depuis la végétalisation, depuis la désimperméabilisation, depuis les objectifs de 6 000 logements en rénovation thermique, depuis la construction de 2 lignes de métro, de 3 lignes de tram-bus pour faire baisser de 50% les émissions de gaz à effet de serre sur la mobilité et les transports. Donc je crois en avoir à peu près 112 autres à vous présenter, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule décision qui soit prise dans cette maison. C'est ça qui est important, au-delà du catalogue de mesures, parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Mais même si, faut être clair, on sait faire. Hein. Ce qui peut rendre anxieux, c'est d'être impuissant, de se dire mais bon sang, de toute façon on n'y peut rien, on n'a pas les leviers, on ne sait pas comment les faire. La réalité, c'est que faire une politique de transition écologique, c'est pas dur. Enfin, les mesures, on les connaît. C'est la question du courage. Ce qu'il faut faire, on le sait, et non seulement on le sait, mais en plus ça produit. Enfin, vous l'avez dit les uns et les autres, il y a des effets qui sont immédiats. Et chaque tonne de carbone qui n'est pas émise dans l'atmosphère, eh ben, elle n'est pas émise dans l'atmosphère. Et elle aura son impact. Et quand je parlais tout à l'heure du climato-obstructionnisme, là, il y a parfois cette idée de oui, mais tant que les Chinois, tant que les Russes et tant que les Américains, ça sert quand même à rien que nous, on change la manière de manger, la manière de produire ou la manière de se déplacer, parce que à l'échelle individuelle, c'est peanuts. Si on continue à raisonner comme ça, alors effectivement, on ne fait rien, alors que quand on fait, eh bien, on obtient des résultats. Et quand je vous parle d'indicateurs chiffrés, nous, on a des budgets qui se mesurent à leur efficacité carbone. On a d'abord une méthode qui s'appelle éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que toute décision
qui m'est présentée, elle Merci. est sous l'angle comment on évite un impact sur l'environnement, comment on le réduit et le cas échéant, comment on le compense. Et ensuite, quelle est l'efficacité sociale et carbone de toute décision. Donc, à la question est-ce qu'on agit, sans doute qu'il faudrait faire plus et plus vite. Par contre, les outils, les leviers sont là. Et l'autre question, c'est comment est-ce que les citoyens eux-mêmes sont prêts à ne pas nous laisser tout seuls, à mener parfois des combats, parce que je peux vous dire que je pourrais vous prendre plein d'exemples sur lesquels, puisque on peut parler librement, on en prend plein la tête en permanence. On fait le pari d'une société silencieuse qui soutient, mais quelquefois on aimerait que la société silencieuse, elle s'exprime un peu plus. Voilà. Et moi je peux vous citer le rapport des hommes à l'automobile, par exemple, pour vous expliquer que quelquefois on aimerait qu'il y ait un peu plus de monde à expliquer que oui, la réduction des émissions dans la manière de se déplacer, c'est important, et que, par exemple, des parkings en cœur de ville, on peut peut-être en faire des lieux plus agréables pour se balader, pour récupérer du temps, pour respirer et pour retrouver le rapport à l'eau et le cycle naturel de l'eau. Des voies pour soutenir, il n'y en a pas toujours. Voilà, ça c'est très concret. Et ce qui est intéressant aussi dans la réponse que vous faites à cette question, Nathalie Appéré, c'est de voir là que finalement ces questions, elles sont complètement transversales et qu'elles touchent tous les compartiments du jeu. Vous avez cité les mobilités, l'immobilier, la construction, tous les usages de la ville finalement sont impactés par cette dimension, ce qui rend l'exercice à la fois passionnant mais évidemment complexe. Une autre question. Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensez, si vous pensez que la crise politique actuelle pourrait affecter la transition écologique et sociale et l'argent qui pourrait y être consacré. Allez, Jean, et peut-être aussi Pierre là-dessus, enfin tout le monde, hein, si vous avez des questions qui se complètent, des réponses qui se complètent. Sans vouloir faire de politique, il est clair, il est clair que la politique actuelle, ce renouvellement des premiers ministres en France, aussi l'Europe s'engage beaucoup moins, Pierre pourra en parler mieux que moi, qu'il y a 7 ou 8 ans, ne nous met pas en bonne position par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, cette transition. Et on manque de politique visionnaire, je dirais très clairement, par rapport à cette transition. Il faut, le surplace politique que nous faisons actuellement n'est pas favorable à la transition, c'est très clair. Mais peut-être Pierre pourra répondre sur l'Europe. En fait. Pierre, la Routireau. Oui, il y a un vrai problème au niveau français. On ne sait pas si on aura encore un gouvernement la semaine prochaine ou si on aura 3 gouvernements d'ici la semaine prochaine, c'est assez nouveau. Et au niveau européen, il n'y a plus beaucoup d'ambition sur les questions de climat. Il y avait une vraie ambition grâce aux jeunes. Je me souviens très bien qu'on était au sommet sur le climat à Madrid avec Jean Jouzel et avec Hervé Le Treut, qui était le patron de tous les climatologues français. Et Jean et Hervé disaient qu'ils avaient le moral à zéro à cause du problème qui s'aggrave et que la seule chose qui leur redonnait l'espoir, c'était les mouvements de jeunes, les jeunes qui étaient dans la rue. Et c'est à cause, vraiment, je vous promets, je me souviens des manifs qui est à Bruxelles, où il y avait Greta Thunberg, il y avait Adélaïde ou d'autres, ou les manifs qui étaient à Rennes, voilà. Et je me souviens, après, j'avais été comme économiste, comme expert, soi-disant, invité par ces jeunes pour venir dans les manifs et pour aller voir des gens au Conseil européen, chez les chefs d'État. Et à la fin, on a eu un rendez-vous super important. Et à la fin, un des messieurs nous montrait qu'il était dans la rue avec sa fille, qu'il avait obligé à aller dans les manifs des jeunes. Donc franchement, si l'Europe a bougé il y a 5 ans, 6 ans, c'est parce que les jeunes étaient dans la rue de façon positive, de façon non violente, de façon joyeuse et déterminée. Et pendant 2-3 ans, il y avait vraiment une volonté. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, le fait que l'Europe est incapable de réagir. Il n'y a pas de mot poli pour dire à quel point on est nul dans notre réactivité, alors que les Américains mettaient plein d'argent pour développer leur industrie. Et donc du coup, maintenant, la priorité, c'est gagner la guerre en Ukraine, ne pas laisser la victoire à Poutine et comment éviter une catastrophe industrielle. Et du coup, il y a un risque que la question du climat soit au 28e rang, alors que le problème s'aggrave et que
agir pour le climat pourrait renforcer notre économie. Voilà, si on crée 800 000 emplois en France, on va en créer, voilà, si on donne du pouvoir d'achat aux gens, si on innove, est-ce qu'on est capable d'avoir on vient d'avoir un prix Nobel, mais est-ce qu'on est capable que l'Europe se donne une politique industrielle pour mettre fin aux nouveaux moteurs thermiques en 2035, mais d'ici là, avoir inventé des petites voitures légères. On a fait Airbus, on a fait Ariane. Est-ce qu'on est capable de prendre à bras le corps la question de la mobilité en 2035 ? On a tous des ordinateurs, on aime tous scroller, mais est-ce qu'on est capable d'avoir des ordinateurs qui consommeront moins ? Donc ça peut créer des emplois. Voilà. Donc il y a vraiment un risque que la question du climat soit oubliée, mais du coup, je pense qu'il y a une occasion pour les citoyens et citoyennes, des jeunes en particulier, peut-être pour les villes. Je n'ai pas eu le temps d'en parler avec Nathalie, mais si tu as un moment, un de ces jours, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, que des villes françaises avec des villes allemandes, avec des villes espagnoles. Vous avez tous les solutions, on les voit au niveau local et vous faites déjà plein de choses, mais vous vous heurtez tous à un problème de financement. Et donc, y compris une fois, j'avais causé avec le maire de Varsovie, c'est pas ma famille politique, mais il était convaincu par nos idées avec Jean Jouzel sur une banque du climat. Donc, je me demande, et quand tu veux, Nathalie, on en reparle, est-ce qu'il n'y a pas une initiative à prendre que des villes et des villages de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie disent on a envie de continuer, on va créer des emplois sur nos territoires et il faut qu'on débloque des solutions au niveau européen. Donc, je suis un peu pessimiste pour la vie politique à moyen terme ou à court terme, là, mais je pense que c'est parfois quand ça sent pas bon et qu'on est près du précipice qu'on est capable de provoquer un sursaut. Voilà, on est en circuit court, là, vous pourrez continuer vos échanges. Là-bas, et puis ensuite une question ici. Bonjour, merci pour votre présence. J'avais une petite question sur chacun des thèmes et sur l'ensemble de votre expérience, chacun de vous. Quelles sont les initiatives citoyennes que vous avez pu observer qui, pour vous, vous ont donné un espoir particulier sur les avancées qu'on pouvait faire vis-à-vis du climat? Qu'est-ce que les citoyens ont pu déjà mettre en place et sur lesquels nous, on peut continuer de surfer un peu pour avoir des améliorations concrètes qu'on peut voir à l'échelle de notre vie un peu et sur lesquelles on peut aussi mettre nos espoirs à nous? Voilà le mot important, hein, espoir. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? C'est vrai que Hélène, tu es bien placée avec toutes les interviews, les rencontres que vous avez pu faire pour les documentaires. Il y a peut-être des bonnes idées à partager? Oui, il y a beaucoup de choses que nous, on a observées avec les différents tournages qu'on a faits. Je pense que une chose que j'aimerais mentionner, c'est déjà le sujet sur la loi du plomb. Moi, je trouve qu'en effet, il y a eu un recul énorme sur les sujets écologiques avec cette loi-là. Mais finalement, quand on voit la mobilisation qu'il y a eu derrière, on se rend compte que quand les citoyens ils sont touchés sur le sujet de leur santé, quand ça les concerne vraiment directement, il peut y avoir une vraie mobilisation. Et en fait, quand on refait le lien entre l'écologie qui parfois, ou l'environnement qui peut être un peu une grande nébuleuse et quelque chose d'hyper concret, on arrive à remobiliser les gens. Et ça, moi, je trouve ça hyper encourageant, hyper positif. Un exemple que je vais te donner, ça fait partie de notre tournage sur notre film, là, Éclaireur, qui sort. Peut-être très rapidement, Éclaireur, ça parle de la transformation écologique du monde du travail et du coup, comment est-ce que les métiers vont être amenés à être transformés face aux défis écologiques. Il y a des métiers qui vont plus exister demain, d'autres qui vont se créer, d'autres qui vont exister encore mais un petit peu différemment. Et en fait, c'est un peu tout ce travail-là qu'on a fait là pendant 3 ans d'enquête. Et donc, on est allé filmer pas mal d'initiatives, dont une initiative, moi, qui me parle bien et qui fait l'écho à tout ce que vous avez dit avant sur le lien entre la justice sociale et l'écologie. C'est une initiative qui a eu lieu à Mouansartou, une petite ville du sud de la France, où en fait il y a eu à un moment donné, il y a quelques années, il y a eu tout un terrain qui était en vente par la mairie et sur lequel il devait y avoir des promoteurs immobiliers qui devaient construire des bâtiments et du coup artificialiser les sols et qui allaient complètement à l'encontre des enjeux écologiques du territoire. Et donc les citoyens se sont mobilisés, ils ont fait des pétitions, ils ont discuté avec les instances politiques et finalement ce qui s'est passé c'est que la ville, qui est quand même une petite ville, a décidé d'utiliser ce terrain qui était un terrain constructible quand même, je dis, parce que les terrains constructibles, ils valent beaucoup plus cher que les terrains non constructibles. Et ça, c'était un terrain constructible qui, du coup, aurait pu être valorisé très cher, mais qui a finalement été racheté pour moins cher par la ville pour, du coup, faire des jardins partagés bio. Ils ont embauché 3 salariés à temps plein, 3 agriculteurs qui sont techniciens de la ville pour pouvoir être salariés au jour le jour pour cultiver ces terres-là, en faire un potager, en faire du maraîchage. Et aujourd'hui, il y a 6000 repas
bio, locaux, qui sont servis dans les cantines scolaires de la ville tous les jours grâce à cette initiative-là. Parce qu'à un moment donné, des citoyens de la ville ont dit ce terrain-là, il faut l'utiliser pour un projet environnemental. Et du coup, ça fait que les citoyens, les enfants, ils mangent des produits sains, locaux du coup qui sont écologiquement plus positifs que si ça avait été des produits importés ou s'ils avaient fait appel à une grande boîte de restauration collective comme Sodexo par exemple. Et en parallèle de ça, la métropole, la petite ville, a mis en place un système de prix dégressif pour les repas. Donc les familles les plus précaires payent 1,50 € leur repas, quand les familles les plus aisées payent jusqu'à 8 €, 8,50 € leur repas pour permettre de diluer les coûts. Et en fait, ça, je trouve que c'est un très bel exemple d'une initiative un peu citoyenne qui a été reprise par une collectivité et qui, derrière, aussi a permis d'essaimer, parce que beaucoup de collectivités sont venues visiter Mouansartou et ont depuis mis en place donc un système de régie agricole. C'est comme ça qu'ils appellent cette initiative-là, dans d'autres villes en France. Merci Hélène pour ce partage. Est-ce que Jean, Nathalie ou bien Pierre, vous avez une anecdote rapidement, puis j'ai une autre question qui nous attend. Non, par rapport à la question, moi j'ai beaucoup apprécié d'être associé à la Convention citoyenne pour le climat. Et je vous invite à aller regarder les propositions très riches de cette Convention citoyenne dans les domaines de se loger, se nourrir, se déplacer, notre vie de tous les jours. Bon, à mon regret, c'est loin d'être mis en œuvre, mais c'est vraiment très riche et en termes d'initiatives citoyennes, il y a beaucoup à prendre et à prolonger, à concrétiser. Et je crois que beaucoup de décideurs politiques peuvent et doivent s'appuyer sur ces recommandations. Merci beaucoup. J'ai une question avec Sarah. Vous êtes le porte-parole d'une question étudiante. C'est ça, tout à fait. Je vous donne la question posée par une étudiante qui est moi, je suis étudiante en L1, donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma marge de manœuvre? Parce que je ne peux pas aller voir Madame la maire demain et lui dire qu'est-ce que je fais. Donc voilà, donnez-moi des exemples d'actions que je pourrais mettre en place. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des indications, des exhortations peut-être à passer à l'action? Si je peux faire le lien entre la question précédente et celle-là, oui. Parce que les expériences citoyennes qui ont un impact positif sur le climat et la justice sociale, heureusement, c'est mon quotidien et c'est ce qui nous nourrit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se retroussent les manches, qui font des choses à toutes les échelles. Et je vais vous dire que ce qui m'a le plus marqué, moi, parce que je cherchais, et je pense que c'est me passer un vendredi après-midi avec un autre public pour lequel la présence était obligatoire, c'était des enfants de CE1. Et ces enfants de CE1, ils avaient bossé depuis 1 an. Et quand je dis qu'ils avaient bossé, c'est qu'ils avaient un projet autour de ce qu'ils appelaient une aire de nature qui leur appartient. C'était leur aire de nature, c'est leur arbre, c'est leurs insectes. Tout autour, c'est ce qu'ils ont cultivé, ce qu'ils ont planté. C'est la manière dont il va être protégé. Et je peux vous dire qu'en 3 heures, j'en ai plus entendu en conviction et en force d'action de transition écologique que parfois dans des milliers d'heures de colloques. Et à la fin, ça se terminait par mais il faut leur dire aux parents moins de bagnoles, plus de guiboles. Enfin voilà, ils avaient y compris bossé sur des choses incroyables. Et en fait, y compris leur famille, témoignent de la transformation liée à la sensibilisation. Parce qu'on est sur des choses... Les éco-gestes, c'est peut-être la première des choses qui est à la portée de chacun. Et sur comment je me déplace, c'est quand même bien une question qui est essentielle. Qu'est-ce que je mange? Et avec cette question de est-ce que j'ai les moyens pour manger bien? Ce qui là est une question très politique. Mais se dire qu'à un moment, il faut... considérer qu'une alimentation moins carnée, alors je sais que
quand je l'évoque auprès du monde agricole, c'est des débats importants qu'on a sur ces sujets, mais une alimentation moins carnée, c'est ce qui va faire baisser assez considérablement nos bilans carbone, la transformation de nos pratiques agricoles, et donc il y a des choses de cette nature qui sont à la portée de chacun. Ça peut paraître très con, cette question de trier les déchets ou de faire attention à réparer plutôt que de consommer et de jeter. Enfin, voilà plein de petites choses qui, en réalité, à l'échelle d'une société, n'en sont pas, et qui portent véritablement une transformation. Et moi, je regarde tous les jours combien un Rennais produit de déchets, comment il s'est déplacé, et est-ce que il a choisi de végétaliser telle ou telle partie de son jardin plutôt que de le recouvrir avec une dalle de bitume pour en faire un parking. Voilà des choses qui sont collectivement, lorsqu'elles sont sommées, produisent des effets très concrets, et qu'on soit en CE1 ou qu'on soit en L1 ou qu'on soit à l'EHPAD, finalement on a tous les moyens d'agir. Des actions concrètes. Merci beaucoup Nathalie Appéré. Hélène, Oui, moi c'est juste très très rapide pour rebondir sur la question qui a été posée avant. Cette étudiante qui demande qu'est-ce que je peux faire moi concrètement pour m'engager. Moi je lui renverrai une question, c'est qu'est-ce que tu kiffes ? Qu'est-ce que tu aimes, toi, faire dans ta vie ? Est-ce que tu aimes écrire ? Dans ce cas-là, écris des articles sur le sujet, va dans le journal de ton université, écris une pétition à l'administration, écris quelque chose. T'aimes organiser des événements, t'aimes faire la fête, fais une fête sur le sujet de la transition, organise un festival ou mets-toi bénévole dans un festival éco-responsable, sois bénévole au Forum Séisme la semaine prochaine. T'aimes faire de la vidéo ? Bah, nous, c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime faire de la vidéo. Bah, je fais des documentaires sur le sujet. Alors oui, c'est pas toujours facile, ça marche pas toujours, mais essayons des choses. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour demain aller vers un monde qui soit vraiment durable, vraiment soutenable. Essayons, testons des choses, mais pour ça, faisons des trucs qu'on aime faire. Je pense que c'est la première chose à se dire, de ne pas se forcer. Mettons de la joie dans l'action, ça c'est vraiment important. Allez, ça sera la dernière question pour respecter le timing. C'est à vous. Bonjour, merci pour votre présence. Parlez tout bien dans le micro, s'il vous plaît, très près. Oui, merci. J'ai vu dans un article qu'aujourd'hui, on est en train de vivre dans une crise d'extinction. C'est la 6e crise d'extinction. Et qu'à cause des activités humaines, elle est 100 fois plus forte que les crises normales. Et que d'aujourd'hui jusqu'à 2050, ça va causer la disparition de 75% des espèces animales et ça va bouleverser les écosystèmes et fragiliser notre sécurité alimentaire. Est-ce que si on commence maintenant à adapter des gestes au niveau individuel et aussi au niveau international, est-ce que ça peut minimiser les dégâts de cette crise ou c'est déjà trop tard ? Jean Jouzel va vous répondre. Merci pour cette très bonne question. Oui, alors, on n'a pas beaucoup parlé de la biodiversité aujourd'hui, mais c'est tout aussi important que le réchauffement climatique. Et il y a un lien entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Disons, le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité, mais il y en a d'autres. La première, c'est la modification d'utilisation des terres. Ça va du remembrement chez nous à la déforestation dans d'autres pays. Voilà, les espèces invasives. Mais il est clair que tout ce qu'on fera en faveur de la limitation du réchauffement climatique sera aussi favorable à la biodiversité, mais qui souffre. Alors il faut aussi un autre regard sur la biodiversité, sur la nature qui nous entoure. Mais il y a ce lien, oui, donc les gestes en faveur du climat sont aussi en faveur de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité. Merci beaucoup. Pierre veut compléter là-dessus ? Je sais pas, non, c'était pour une petite conclusion juste. Mais non, alors on va regarder la petite conclusion juste après. Et je crois qu'il y a une dernière question d'une étudiante qui était dans l'amphibé qui nous a rejoint pour poser sa question. On vous écoute, vous avez le micro. Oui. Alors en fait, aujourd'hui, on est au pic des sciences et on est capable de remplacer énormément de polluants qu'on a dans l'environnement. Alors pourquoi on n'arrive pas à obliger cette transition, notamment c'est les géants, les industriels, etc. Alors qu'on encourage les citoyens à faire beaucoup plus, pourtant on n'est pas vraiment ceux qui polluent le plus.
Et je voulais savoir, les citoyens, on n'est pas capable d'empêcher, par exemple, les industries de déverser, par exemple, des tonnes et des tonnes de polluants dans les mers, etc. Voilà. Oui, la responsabilité individuelle versus la responsabilité industrielle. Merci pour cette question. Pierre Larouturou. Alors c'est assez pénible à dire, parce que moi je suis un humaniste et je déteste les théories complotistes et tout ça, mais il y a vraiment des lobbies qui sont d'un cynisme monstrueux. Donc si on refait l'histoire, j'ai découvert ça quand j'étais au Parlement européen, la force des lobbies. Si on refait l'histoire, Jean Jouzel est trop modeste, mais il y avait plein de scientifiques qui pensaient qu'il y avait un problème avec le CO2, mais c'est vraiment les travaux de Jean Jouzel, de Claude Lorius et de quelques soviétiques. Ils ont analysé les glaces sur 180 000 ans, ils ont fait une courbe sur l'évolution du CO2 depuis 180 000 ans, la température, et même quelqu'un qui n'était pas très doué voyait que ces deux courbes étaient complètement parallèles. Donc en 1987, les travaux de Jean Jouzel et de Claude Lorius apportent vraiment un déclic, et il y a plein de journaux qui en parlent, et donc même des gens très conservateurs comme Ronald Reagan, le patron des États-Unis, ou Margaret Thatcher disent « mince, on a un problème ». On va créer le GIEC, on a besoin de mettre des scientifiques là-dessus. Donc plus personne ne dit que c'est du pipeau. Ils ont apporté la preuve indiscutable et on se dit on a 20 ans pour sortir des énergies carbonées. Pas de panique, mais on a un problème. Voilà. Et là, y compris au niveau européen, la Commission européenne a comme priorité de mettre en place un plan pour aller vers des villes sans voiture. C'est passionnant. En 1991, la Commission européenne sort 150 pages pour dire on se donne 15 ans, 20 ans, pour investir dans des transports en commun efficaces, dans des zones cyclables, que les gens n'aient presque plus besoin de leur voiture. Et donc, il y a une énorme ambition pour aller vers des villes sans voiture. Et là, les lobbies du pétrole se sont déchaînés comme des voyous, il n'y a pas de mot possible. Et on a des preuves écrites, hein, ce n'est pas de la paranoïa, on a les preuves écrites que Total Energy, qu'elles se sont déchaînées jusqu'à pousser le commissaire européen à la démission. Et en mai 92, au lieu d'aller au sommet de la Terre à Rio, il démissionne en disant « les lobbies ont tué mon projet ». Et j'ai une amie qui était dans l'équipe de Jacques Delors, qui négociait, le patron de la commission, et qui disait s'il y avait eu des armes, il y aurait eu du sang sur les murs. Et même The Economist, qui n'est pas une feuille de chou écolo, disait c'est le lobbying le plus féroce qu'on n'a jamais vu. Les gens qui voulaient continuer à vendre du pétrole, leur but c'était juste vendre du pétrole, vendre du pétrole. On ne leur demandait pas de se faire harakiri, on leur disait juste vous avez 20 ans pour changer de métier et développer les renouvelables. Donc on a la preuve écrite du cynisme de ces gens-là. Donc nous on a fait un procès il y a un an, j'ai lancé un procès contre Total Energy pour dire ils savent depuis 1971, dans le journal interne un peu haut de gamme de Total, en 1971, Total Energy parle du dérèglement climatique dont les conséquences catastrophiques sont faciles à imaginer. Donc on a la preuve écrite que déjà en 71 ils sont au courant, et en 91 ils mettent toute leur énergie, ils payent des gens salariés en permanence à Bruxelles pour foutre en l'air un projet. Et alors que si on avait commencé en 91 à investir massivement dans les transports en commun, aujourd'hui on aurait besoin de beaucoup moins de voitures, il y aurait beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère, beaucoup moins de particules fines, et on aurait eu le temps pour ces entreprises d'aller vers d'autres énergies. De même en Ouganda, comme député, j'ai obtenu un vote du Parlement pour dire qu'il fallait stopper le pipeline EACOP, le grand pipeline, et du coup le dictateur ougandais était furieux, et du coup il a lâché une bombe en disant les Européens abusent, parce que c'est quand même Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui m'a convaincu de faire ce pipeline. Jusque-là, le patron de Total expliquait qu'il était gentil, qu'il était au service de la population, et en fait non, le dictateur ougandais dit je voulais moi juste faire quelques trous pour faire du gaz, pour que les gens n'aient plus besoin de faire la cuisine avec du charbon de bois, ce qui amène à la déforestation. Au début, le projet était très modeste et plutôt bon pour le climat, donner du gaz, des petites bonbonnes de gaz à tout le monde. Et c'est Patrick Pouyanné, pour faire des bénéfices, qui a convaincu M. Museveni qu'il fallait faire des trous dans un énorme parc national, faire un pipeline de 1400 km pour exporter du pétrole. Donc oui, il y a un cynisme, c'est pas être parano, c'est pas être complotiste, il y a un cynisme des grandes entreprises du pétrole. On a compris votre message. Je finis, et face à ces lobbies, il faut un lobby citoyen. Et donc il y a des moments dans l'histoire de notre pays où les politiques étaient paralysées et où les citoyens ont fait bouger les choses. Je finis là-dessus, Xavier. En 1872, l'Assemblée nationale cherchait ça. C'est un énorme bazar. Les gens s'engueulent à l'Assemblée, il n'y a rien qui sort. Et le peuple entoure l'Assemblée avec 1 200 000 pétitions. Il y a des carrioles qui arrivent de Rennes, de Toulouse, de Nancy pour dire on veut une loi sur l'éducation. On veut que nos enfants aillent à l'école. Ce n'est pas Jules Ferry qui a fait le job au début, c'est le peuple qui entoure l'Assemblée en disant on veut une loi sur l'éducation. Pareil, le mur de Berlin, c'est le peuple qui le fait tomber. Les congés payés, Léon Blum ne croyait pas aux congés payés, il pensait que c'était une hérésie, et c'est le peuple qui fout la pression sur Léon Blum pour avoir des congés payés. Donc je pense que nous tous et toutes,
les élus ont encore plus de responsabilités, mais nous tous et toutes, on fait déjà des choses, mais on peut les faire bouger beaucoup plus vite. Le pouvoir de la foule. Merci, Paul Laroturo. Un petit complément. On arrive au terme. On est vraiment bien dans le timing et parce qu'il y a encore, vous avez compris, toute cette après-midi des rendez-vous qui sont prévus. Pour conclure, je voudrais que Sylvie Retailleau, qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence, peut-être puisse dire un petit mot aussi par rapport à ce qu'elle a entendu parmi nous. Pour qu'on vous voit bien. Voilà. Merci. Je ne m'attendais pas, mais d'abord merci à vous. Alors, on se connaît bien pour certains. Moi, je suis très honorée d'être là et avec Jean et Nathalie. Je ne sais pas, si je devais conclure, il y a peut-être un mot et un lien, évidemment, qui nous tient particulièrement au cœur. Alors moi, il y a un point, c'est l'éducation, l'enseignement, évidemment. Donc ça, on en a parlé. Je pense que si on n'intègre pas dans l'éducation depuis le plus jeune âge, c'est foutu pour la suite. Donc évidemment, l'avenir passe par l'éducation et l'enseignement, mais ça, on en a parlé. Mais peut-être que l'autre mot, on a parlé de la science, de la culture scientifique et en même temps de la démocratie. Et ce mot de démocratie, finalement, qui pour moi est la moins pire de tout ce qui peut être au niveau politique, parce qu'effectivement, la Chine aujourd'hui est très efficace dans la diminution pour le climat. Mais bon, quelque part, veut-on avoir une politique comme en Chine ou etc. Et la démocratie, qui est la moins pire, est simplement à sauver. Et pour sauver une démocratie, je pense que la science est un outil utile, la culture scientifique, l'éducation. Et finalement, Pierre parlait des lobbies, mais on l'a vu pour la loi du plomb et autres, il y a énormément de façons de faire des lobbies ou de façons, on est dans aujourd'hui un monde très individualiste, avec une vision très à court terme. Et ça, c'est vrai à toutes les échelles. Et c'est peut-être un peu ce qui nous perd. Et je pense que si très jeune, on apprend les pouvoirs de la démocratie et ses limites, si très jeune, on s'appuie sur des faits, si très jeune, on débat à partir de constats et qu'on étudie toutes les possibilités et pas qu'une. Et ça fait partie de la démarche scientifique parce que la justice sociale, les problématiques de climat, de biodiversité, etc., et Jean l'ont très bien démontré, c'est quelque part pour trouver des solutions, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas une baguette magique, mais il y en a. Et pour que finalement les citoyens et tout ce qui en découle au niveau industrie soutiennent, et Nathalie l'a dit, des fois on fait des choses mais on tombe dessus à bras raccourcis et c'est difficile pour pouvoir y débattre. Je pense vraiment que éducation, culture scientifique et démocratie pour pouvoir résoudre aussi ce problème sont une clé que l'on doit continuer à cultiver et en ça le pouvoir des citoyens est très très fort pour continuer à cultiver ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.